la retraite, c'est pas avec l'argent que va vous filer le gouvernement que vous allez la faire, hein. Même s'il la garde à même âge ou s'il la repousse, croyez vraiment en fait qu'elle sera suffisante pour subvenir à vos besoins plus tard. Moi, mes parents, hein, c'est simple, hein, les parents, ils ont plus de 70 ans. Mon père, il travaille encore. Sa retraite, c'est 300 balles. Hein. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Gros Mots. Je m'appelle Gérald Faure et je suis l'animateur de ce podcast. Chaque semaine, à mon micro, je reçois de gros invités. Ce genre d'invités avec qui on a de grandes conversations sur de gros sujets. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de finances perso, mais également de tendances de société. Pour ça, évidemment, on va utiliser plein de mots, parfois même des gros mots. Mais nous ne nous en veux pas parce que peut-être qu'ici, tu entendras le mot ou la phrase qui te permettra d'avoir le gros déclic dans ta vie pro ou dans ta vie perso. Si tu veux rejoindre cette grande aventure, clique sur le bouton pour t'abonner. Et maintenant, je te souhaite un bon et gros épisode. Bonne écoute. Bon, on vient de choisir l'angle de la caméra d'Alex pour être sûr qu'on ait vraiment ce qui compte. Et là, en arrière-plan, on a le gong. On a le gong qui est la pièce maîtresse. Quand vous allez dans les bureaux d'Alex et qu'il y a le gong qui sonne, vous comprenez qu'il se passe un truc. Du coup, Alex, est-ce que tu vas bien? T'étais là Ouais, ça va Ouais, trop bien. ça va très bien. J'étais là quand elle a tapé 3 fois ta collaboratrice. Donc Ouais. j'étais juste devant. Ah, donc c'est vrai. du coup, j'ai vu que le bureau s'est enflammé. Donc, Ah ouais, c'est vrai, c'était Maëva, je crois. Elle avait tapé parce que c'était 3e mois consécutif où elle sortait 1 donc million par pas mal. mois. Ouais. Euh, Bon, elle avait le droit de taper. Ouais, le gong, le gong, j'ai toujours voulu un gong, moi, je sais pas pourquoi. Mais ça fait des années que je veux un gong. Je m'étais mis dans la tête qu'un gong, ça coûtait 10 000 euros. Enfin, Putain, je m'imaginais les grands gongs tibétains, tout ça. Puis bon, j'ai trouvé un gong. Par hasard, un jour, j'ai cherché gong et j'ai trouvé, j'ai vu que c'était pas si cher que ça. Donc, c'est le petit kiff. Et du coup, c'est le gong, c'est au bureau dès que t'as Qui est fait quelque gongable. chose de t'as un achievement, t'as un win, un truc En même temps, gongable, même bah si tu c'était viens 10 000 gonger, balles, quoi. si c'est pour Voilà. faire 1 Et on million tous les incite à gonger. mois, même si c'est 100 000 balles, c'est OK, quoi, tu vois. Tu peux gonger tous les 100 000, tu peux gonger à chaque fois que tu signes un projet, tu peux gonger, bon évidemment quand tu fais 1 million, t'as plein de, tout est bon pour faire un gong. T'as Elena par exemple, elle gongue tous les 100 avis, Très bien. Trustpilot, enfin, tu vois, Bon, t'as plein d'occasions de gonger. Et puis c'est un son qui est c'est sympa vrai. en plus, tu vois. Ça, c'est une diffusion de. Je trouve que ça donne de l'énergie et ça apaise en même temps. Nous, on a une Donc, espèce de cloche à j'aime vache beaucoup le à un gong. moment au bureau. Du coup, c'est vrai, c'était moins majestueux comme son, mais il y avait quand même ce côté petite victoire c'était ça qui comptait, tu vois. C'était vraiment quelque chose. Ouais, ouais, ça fait le même taf. Ça fait du bruit, puis c'est ce côté un peu, tu vois, t'es pas sur quelque chose d'électronique, c'est sympa. Ouais, c'est ça. En fait, t'es pas prof au conservatoire de musique, en fait. C'est pas ton taf. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Alex, du coup? Moi, je suis entrepreneur depuis 10 ans maintenant. J'ai lancé il y a 10 ans une plateforme de crowdfunding qui s'appelait Bulb in Town, qui faisait du financement participatif de proximité. Donc, on aidait des restaurants, des commerces, des agriculteurs en gros, à financer leurs projets en faisant appel au soutien de leur communauté, de leur quartier, leur ville, leur région. Donc tu donnais 50 balles et en échange tu avais un produit, un service, tu étais invité au resto qui allait ouvrir, etc. Ça c'était le début. Donc ça nous a fait rentrer vraiment dans le milieu du crowdfunding. À partir de 2018, on a transformé la boîte. La boîte est devenue Tudigo et on s'est mis à faire de l'investissement au capital de boîtes, de startups, de PME, donc qu'on dit non cotées, par opposition à PME cotées en bourse. Et donc c'est du capital risque, hein, capital risque private equity. Et puis on a amené l'année dernière, on a également amené de l'investissement en obligataire, donc du prêt à des boîtes de grosse taille, Ok. contre rendement. Je me permets juste d'interrompre l'épisode pendant quelques secondes. Comme vous le savez, ce podcast, c'est une équipe derrière pour le produire, c'est du temps et c'est des moyens. En contrepartie de ça, si vous voulez nous remercier, nous féliciter ou nous encourager, vous avez simplement à mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme vous le savez, ça amène plus de visibilité, plus de notoriété et encore plus d'invités pour les prochains épisodes. Je vous laisse reprendre l'épisode et je vous remercie d'avance pour votre like ou vos 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute. Ouais, carrément, on va passer tout ça en détail. Et donc, en fait, dans ton boulot, tu t'adresses à d'individus, des entrepreneurs d'un côté, des porteurs de projets, et des Ouais, investisseurs. Ça peut être d'ailleurs, ces investisseurs peuvent être des entrepreneurs aussi, j'ai l'impression. Il doit y en avoir pas mal, je ne me rends pas compte. Ça. tout à fait. Ouais, parce qu'une grosse partie de notre audience, je pense que les idées reçues sur le sujet, c'est que des gens qui n'y connaissent rien.
c'est une partie. Tu as des gens qui effectivement font leur premier investissement de mon côté avec Tudigo. Et d'ailleurs, ça c'est une des missions de Tudigo, c'est de vraiment rendre accessible au grand public un investissement qui jusque-là était réservé aux très riches et aux institutionnels. Parce que le capital risque en France, hein, c'est quand même 700 milliards d'euros. Et aujourd'hui, si tu prends juste les business angels, c'est 80 millions d'euros. L'ensemble des réseaux de business angels. Sachant que les business angels, j'étais déjà sur une population qui a un peu plus de moyens, qui a un peu plus de, voilà, qui a de l'accès à des dossiers. Les plateformes de crowd investing, d'investissement participatif en France l'année dernière, c'était 150 millions d'euros. Et nous, on représentait 40 millions là-dedans. Donc, à peu près un tiers du marché. Donc ça reste quelque chose qui est relativement petit en comparaison à la taille potentielle de ce marché-là. Et en effet, le sujet, c'est qu'en fait aujourd'hui, pour les Français, ça reste un produit d'épargne, enfin d'investissement qui est encore méconnu et qui jusque-là en fait était inaccessible parce que tu pouvais pas investir en mon côté. À moins de 25 ou 100 000 euros en général. Et justement, vous êtes une alternative aux fonds. Est-ce qu'il y a des projets qui iront plus vers des fonds et des projets qui iront plus vers des plateformes comme Tudigo, par exemple? Quelle est la typologie de projets que vous accompagnez et l'alternative? Alors, disons qu'il y a eu plusieurs phases dans la boîte, mais aujourd'hui, ce qui s'est passé dans les 2 dernières années, on a beaucoup grossi et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est mis à adresser des stades de développement et des secteurs de plus en plus larges. Aujourd'hui, on a la particularité de vraiment financer à la fois des secteurs traditionnels, des secteurs très innovants, donc on navigue entre tradition et innovation, et également différents stades de développement du seed, donc l'amorçage, les boîtes qui font quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, voire certaines qui sont pré-revenus mais qui ont une grosse techno et qui ont passé plusieurs jalons et qui derrière ont un pipe commercial intéressant. Et des boîtes qui font plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, qui sont déjà très rentables, voire très rentables, et avec deux typologies d'investissement. L'investissement en action, tu rentres au capital de ces boîtes, ces startups, ces PME, ou en obligation, où là, tu prêtes à la boîte sur un horizon de 12 à 36 mois, avec un taux d'intérêt défini à l'avance, compris en général entre 9 et 12%. Donc aujourd'hui, on s'adresse vraiment à toutes les phases. Et donc pour revenir sur ta question des fonds, avant, on était l'alternative, même pas au fond, limite à des business angels. Et je pense que le crowdfunding, c'est beaucoup vu comme la poubelle des dossiers en capital risque. Et je pense que c'était pas faux à une époque. Et ça dépend un peu effectivement des acteurs. C'est comme tu as des business angels qui sont les poubelles des business angels, hein, ou des réseaux aussi. Donc c'est la même chose. En réalité, ça dépend. Aujourd'hui, on reçoit 5 à 600 dossiers par mois. Donc en fait, on peut se permettre de sélectionner 1% ou moins de ces dossiers-là pour mettre en ligne vraiment les meilleures boîtes du secteur. Et donc sur les fonds, on est de plus en plus maintenant co-investisseurs avec des VC, avec des réseaux de BA. On a d'ailleurs des fonds et des réseaux de BA qui viennent investir sur nos dossiers quand nous on a été le premier investisseur, mais là on a plusieurs des tours sur lesquels on est co-investisseur, et assez étonnamment on est presque le lead investisseur parce que on met des tickets en fait assez importants, hein. Les tickets en moyenne en 2022 c'était 750 000 euros par projet, sachant que ça va de 200 à 3 millions. Donc là on est de plus en plus sur des boîtes sur lesquelles on a un tour. Là en ce moment j'ai une boîte sur un tour à 10 millions, j'en ai 3 sur les 10. Hein, le reste c'est des fonds, et les autres fonds mettent en général entre 1 et 3. Donc j'ai quand même une bonne partie. Enfin, je suis quand même au final, je suis un peu le plus gros investisseur. Vous avez une belle croissance, vous cartonnez, vous avez fait une très belle année 2022, etc. Il y a une conjoncture qui est donc pour vous c'est clairement ok, ça roule. Il paraît qu'il y a moins de liquidités, donc peut-être que les manques de liquidités qu'il y a, c'est des liquidités qui provenaient peut-être des VC. Et donc, est-ce que justement, ça vous profite pas le fait que les VC, ils sont un petit peu obligés de peut-être de sélectionner différemment vos projets? Comment tu vois ça? L'opportunité, elle est où? Moi, je trouve que l'opportunité, elle est dans le fait que les VC se sont tout court déplacés, même, et ça a commencé même quand c'était la bulle. Ils se sont déplacés du seed pré-seed à la série B. Tu vois. Ils ont tous switché vers des deals plus gros. Pourquoi? Parce qu'en fait, un VC, en fait, il a très très peu de temps. Il a une toute petite équipe. Il passe la moitié de son temps. Le partenaire d'un fonds de VC passe plus de la moitié de son temps en représentation ou à collecter de l'argent. Et donc en fait, il a très très peu de temps pour choisir des dossiers, encore moins de temps pour suivre des lignes de dossiers. Donc il est obligé de faire finalement peu de deals. Il est contraint s'il veut faire
s'il veut pas faire n'importe quoi en termes d'investissement ou de suivi, à investir dans peu de dossiers. Là où nous, on est une grosse machine, on a tout le staff sur chacun, on a un staff pour le post-investissement, on a un staff pour aller chercher des dossiers, on a le staff pour le marketing, on a le staff pour collecter l'argent. On est bien séparés sur tous ces trucs-là, donc on est capable de suivre 200 projets parce qu'on est équipé pour, on a digitalisé plein de choses pour pouvoir faire ça. Ça, un VC peut pas. Donc, naturellement, s'il veut pouvoir déployer tout le cash qu'il a, le VC, parce que c'est comme ça qu'il gagne de l'argent, c'est quand il déploie l'argent, c'est même pas quand il le collecte. En fait, il faut qu'il déploie des tickets les plus gros possibles. Et moins il a de projets, plus il a des tickets à déployer et à redéployer sur les tours suivants. Donc, pour lui, c'est plus intéressant d'avoir assez peu de dossiers, donc d'aller plus haut. Donc, du coup, tu as tout l'amorçage, de l'amorçage à la série A, parce que maintenant même les séries A, tu vois, on les fait, et on est en train de même aller entre des séries A et des séries B. Tu se retrouves avec beaucoup moins de fonds intéressés pour y aller. Donc ça, c'est un premier élément. Enfin, c'est un premier élément conjoncturel qui fait que naturellement, on va avoir plus de ces dossiers-là qui viennent voir, pas que nous, hein, qui viennent voir aussi des BA, Aguerri, connus sur la place. Parce que d'ailleurs, dans le flux de dossiers, il y a des dossiers qui arrivent directement sur Tuligo, et puis moi, j'en reçois aussi parce que je suis aussi investisseur depuis 10 ans de général dans l'immobilier, mais ensuite depuis 5 ans, j'investis beaucoup au capital de start-up aussi. Donc naturellement, le marché va, les gens vont plus naturellement voir un VC. Les quelques VC de l'avantage, c'est qui? C'est Kima. T'en as assez peu qui sont encore sur ce créneau-là. Et si tu vas chez Kima, ton ticket c'est 150 000 euros, donc ça va pas faire ton tour, sauf si t'as un mini tour. Voilà. Donc ça c'est premier événement. D'un point de vue conjoncture, la baisse des liquidités, comme tu dis, moi ce que je trouve intéressant là-dedans pour le grand public qui doit rentrer dedans et pour nous en tant qu'investisseurs de l'amorçage, c'est que ça permet un peu de calmer les entrepreneurs sur les valos. C'était un peu il y a 2 ans là, si tu regardes, hein, c'était la fête du slip. Les gars faisaient et j'en ai vu encore passer. Hein, tu vois, j'ai vu assez récemment un dossier là qui est parti sur un club d'investissement. Les mecs faisaient 5K de MRR et ils voulaient une valo à 4,5 millions. Il a fait 50 000 euros de chiffre d'affaires. Faut arrêter les conneries. Mais en fait, il disait, ouais, mais en fait, regarde, ce comparable-là, il a levé à temps. Je fais, non, mais là, c'était quand c'était la fête du slip. Donc, on va arrêter. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette contraction des liquidités, avec la Silicon Valley Bank, avec tout ça, t'as eu une grosse baisse des valos qui, en fait, va venir profiter aux investisseurs qui veulent rentrer maintenant et qui vont se retrouver avec des deals qui sont plus cohérents. C'est pas de dire que les deals en fait vont être que les prix sont au bas, c'est que juste on ramène de la cohérence, on ramène de la rationalité aussi dans l'investissement. Tu vois, les boîtes disaient moi j'investis. T'avais aussi ce discours-là chez les entrepreneurs. Non mais c'est normal, on n'est pas rentable, mais c'est la start-up. Ok, je fais ok. Je sais pas, je pense que tu as pas mal de gens chez toi là dans ton audience qui bootstrap et qui disent ouais, mais en fait ce qui est normal, c'est d'essayer de générer de la renta à un moment. Tu peux avoir un moment où effectivement faut investir mais tu sais qu'à un moment tu dois être rentable parce qu'en fait si tu l'es pas, qu'est-ce que vaut ta boîte si elle a pas un tour suivant qui arrive? Donc contraction des liquidités fait que t'es pas sûr d'avoir ton tour de table. Donc même les fonds disent à leur boîte, les gars, maintenant, vous apprenez à faire du business, vous apprenez à être rentable. Il y a des produits, il y a des charges. Vous démerdez pour qu'à minima, ce soit équilibré. En tout cas, vous avez quelques mois pour vous faire ça. Donc ça, je pense que c'est intéressant aussi parce que du coup, tu te retrouves moins avec des gens qui veulent lever pour ensuite lever, pour ensuite lever, pour ensuite lever. Donc pour un investisseur qui rentre dedans et qui n'a pas une surface financière de plusieurs dizaines ou centaines de millions d'euros qu'il peut perdre en intégralité, tu vois. Enfin, c'est bien parce qu'en fait, il va avoir des boîtes qui seront aussi avec des règles, des réflexes de gestion un peu plus plus rationnels et qui viennent réduire aussi le risque. Les entrepreneurs qui viennent vous voir, du coup, ils ont donc selon la taille de leur levée, ils viennent donc bon, vous allez maintenant jusqu'en série B, mais hormis la taille de la taille de la levée, quels sont les vrais atouts que vous avez par rapport aux autres solutions, aux solutions alternatives? Tu me disais que vous leviez beaucoup plus vite déjà, de par votre communauté. Ouais. Nous, c'est simple, hein, une levée, c'est en 2022, c'était en moyenne 36 jours. Donc, tu vois, on est sur un mois pour faire le tour, pour lever les fonds. Là où une levée de fonds, en général, qu'un entrepreneur va y passer entre 6 et 12 mois. Même avec un réseau de BA, avec un réseau de business angel, entre leur comité, le moment entre tous les comités qu'il faut passer, plus derrière les investisseurs du réseau qui doivent se positionner,
ouais, t'es minimum à 6-9 mois. Un fonds, quand tu pars dans ton roadshow avec les fonds, c'est pareil. Une fois que le fonds il a dit OK, déjà rien que là, t'as 3 mois entre les négociations finales, le pacte, la due deal, etc., etc. Donc en fait, tu passes Et ça, tu le délègues pas, c'est les fondateurs qui le font. Donc ils se défocusent du produit complètement, quoi. exactement enfin, de toute façon, 99% des entrepreneurs qui veulent lever des fonds, s'ils sont tout seuls, bah du coup, ou ils font ça pendant la nuit, ou ils bossent sur le business d'ailleurs, sur le business Ouais, pendant la ouais. nuit, Mmh. donc quand ils sont les moins productifs, concentrés, etc. Et pendant la journée, ils essaient de rencontrer des investisseurs. Et quand ils sont deux, t'en as un qui dit c'est quoi la répartition des rôles? Ah bah moi je lève les fonds. C'est pas ça le job d'un fondateur en fait. Ton job, c'est pas de lever les fonds, c'est une partie de. Ok, t'as besoin de fonds, très bien, mais il y en a un, si vous êtes deux, il y en a un qui s'occupe de faire l'opérationnel, l'autre qui s'occupe de développer, mais c'est la première responsabilité d'un fondateur, c'est de développer sa boîte, quoi, de la faire grandir, de bien la piloter. Et donc ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand nous on a sélectionné la boîte, on dit ok, on va faire le deal, on a fixé les conditions. Bon, derrière, les 30 jours qui suivent, l'entrepreneur, tout ce qu'il a à faire, il se pointe à deux live, il fait ses live pitch. Parfois, il y a des très gros invests qui veulent absolument le rencontrer, il va les rencontrer, mais on va tout gérer. En fait, 99% tu vois, sur une levée de fonds, t'as 200 personnes, bah, il y en a 195. On les a gérés en intégralité parce qu'on a à la fois la plateforme qui facilite le process de souscription, qui te rend simple le fait d'investir. T'as pas toute la paperasse, t'as pas tout se passe en 5 minutes. T'as fait ton petit, tu peux investir. Hein. Et t'as également tous nos conseillers en investissement qui sont experts en non-coté et qui peuvent échanger, parler des projets, répondre aux questions. Enfin, on a tout le staff pour vraiment faire tout de A à Z pour l'entrepreneur. J'imagine que les conseillers, ils ont une relation particulière entre guillemets. Alors vous avez un volume d'investisseurs, donc on va pas dire que c'est que c'est enfin je sais pas, peut-être que c'est le cas, mais est-ce qu'ils ont une relation, est-ce qu'ils arrivent à comprendre la thèse d'investissement d'un gars qui vient chez toi, qui vient faire son premier invest et lui proposer d'autres deals? Est-ce que vous arrivez quand même à tisser cette relation malgré le volume d'investisseurs que vous avez? Bah, on le fait beaucoup avec aussi, on essaie, tu vois, de bien segmenter la base et d'avoir de la recommandation personnalisée au mieux et on s'améliore tous les jours là-dessus. Enfin, c'est un vrai travail de réussir d'essayer en tout cas d'envoyer. On n'envoie pas tous Ok. les deals à tous les investisseurs. On envoie les deals aux investisseurs en fonction des préférences qu'ils ont renseignées dans leur profil investisseur. Donc les secteurs qui les intéressent, ceux qui les intéressent pas, on coupe, on leur envoie pas dans quel stade de développement ils sont prêts à investir. Tu as des gens qui veulent investir absolument à l'amorçage Mm. et surtout pas après. D'autres, c'est l'inverse. D'autres, ils sont un peu sur tout. Tu as des sujets sectoriels. Hein. Tu as des gens qui veulent surtout pas tel ou tel secteur. Donc en fait, on va en fonction de ces profils-là savoir aussi déjà quel dossier on t'envoie. Après, l'autre sujet, c'est effectivement la stratégie d'investissement de la personne. Combien elle a à investir sur l'année? Est-ce qu'elle vise plutôt à défiscaliser? Est-ce qu'elle vise à faire un gros rendement? Est-ce qu'elle veut plutôt quelque chose de rendement régulier, prévisible, avec le cash disponible à court terme? En fonction de ça, on va dire action, oblige, voilà, tel projet ou tel projet. Donc on le fait déjà de manière un peu massive en CRM. Et après, effectivement, les conseillers, ils ont surtout sur leurs gros clients et leurs clients Ok. réguliers, ils les connaissent très très bien, ils savent tout de suite si un projet va les intéresser. Et quel est le niveau de connaissance qu'il faut? Du coup, le conseiller, il est là aussi pour former un petit peu, j'imagine aussi, au risque, enfin, du moins, prévenir le risque, Ouais. prévenir aussi l'opportunité, etc. Mais il faut quel niveau enfin, de connaissance dans le monde de la finance pour investir chez vous? Est-ce que j'ai besoin d'avoir fait HEC, quoi? Non, 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 non. On a plein de gens qui apprennent l'investissement avec nous. Et d'ailleurs, je pense que, je sais pas si, enfin, si t'as fait quelques investissements, mais moi, par exemple, en immobilier, j'ai investi Ouais, pareil. quand j'ai eu Mm. mon premier salaire, tu vois, à 23 ans. Et Ouais. donc, t'apprends en faisant, en fait. Donc, c'est un premier sujet, c'est que tu vas apprendre avec tes premiers investissements. Deux, là où, en fait, on a quelque chose que tous les acteurs n'ont pas à avoir forcément, c'est cette capacité aussi à les aiguiller en fonction. On regarde qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent faire et on les conseille, on leur explique. Mais on a un vrai rôle aussi de pédagogie de pédagogie et de l'investissement. Nous, on a vraiment une des missions, c'est vraiment de démocratiser l'investissement de mon côté auprès du grand public. Donc, on a toute une section d'investisseurs très aguerris, des anciens DBA, des chefs d'entreprise, des Ouais. investisseurs, des DAF de grosses boîtes qui sont investisseurs chez nous. Donc, on a tout ça, mais on a plein de gens qui deviennent business angel grâce à Tudigo. Donc leur premier investissement c'est chez nous et donc notre job c'est de les aider de les accompagner et puis quand on les accompagne on les forme au Ben, passage. dans mon entourage, j'ai pas mal
on forme des entrepreneurs, donc ceux qui commencent à avoir un petit peu de succès, ils veulent investir. Mais il y a toujours cette barrière où en fait les mecs, surtout sur les business bootstrap, ils ont pas forcément fait de. Il y en a qui ont fait des études longues, mais pas tous. Et du coup, il y a un peu ce complexe. Et donc, en fait, je vois vraiment un intérêt à démocratiser ça, parce qu'en plus de ça, en plus, ils ont de vrais moyens. Donc, il y a un vrai, il y a un vrai, enfin, il y a un vrai enjeu, je pense, à démocratiser. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être que vertueux. En fait, on en a plein, nous, hein, des gens qui ont et même, hein, tu vois, dans les investisseurs. Moi, j'ai Vincent, par exemple, qui est, il a commencé chez nous. C'est rigolo. Lui, il s'était inscrit le 31 décembre 2020, 31 décembre 2020, il s'est inscrit. Et en fait, il venait de faire avec sa femme, ils avaient fait un gros exit, tu vois, une très très belle boîte à Toulouse, voilà, ouais, plusieurs millions. Et ils avaient un sujet de réemploi, voilà, des plus-values de cession. Voilà, donc ils avaient beaucoup de cash à investir, mais en fait, ils avaient plein de conseillers en gestion de patrimoine autour d'eux, des gens, des réseaux, mais ils n'avaient pas l'accès en fait aux dossiers. Ils trouvaient pas les dossiers. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que nous, on est un tel aspirateur à dossier. Comme on voit passer tout, on sélectionne les meilleurs, que même on en aspire beaucoup plus que les réseaux de BA, que n'importe quel club d'investissement, que même je pense que même les fonds, peut-être, tu vois, la plupart des fonds voient pas autant de dossiers passer que nous. T'en as certains très connus sur la place qui voient, je pense, qui voient passer les mêmes, mais en fait, ça nous permet on amène ces dossiers-là à des Mm. gens qui n'étaient pas dans les bons réseaux, qui n'étaient pas connectés aux bonnes personnes et qui, bah, même s'ils ont beaucoup d'argent, Ouais. en fait, personne ne sait qu'ils ont cet argent-là, personne ne sait qu'ils ont de l'argent à investir dans des startups. Donc jamais la petite startup qui a fait son automatisation Wallaxy là sur LinkedIn et qui te balance du mailing à tous les gens où il y a marqué investisseur dessus, jamais elle va le trouver, ce bonhomme-là. Donc ça c'est intéressant aussi. Donc on permet à ces gens-là de rentrer dans l'investissement. Et récemment, vous avez levé pour votre propre compte sur votre plateforme avec votre communauté. Donc vous l'avez fait pour vous, mais Ouais. c'est aussi un énorme levier pour vous de faire investir la communauté des porteurs de projets. Vous facilitez aussi quand même vachement ça. Et du coup, ben, comment ça se passe? Comment vous organisez ça? Et pourquoi l'entrepreneur il passe chez vous alors que peut-être il pourrait le faire de son côté? J'imagine qu'il y a plein de contraintes réglementaires, mais il y a peut-être d'autres choses que je ne vois pas de suite comme ça. Effectivement, l'idée de faire intervenir ta communauté, je pense que c'est un point qui est intéressant en investissement pour deux raisons. Un, parce que tu te retrouves avec des gens qui ont expérimenté ton produit, ton service, ou qui te connaissent, tu vois, ils sont dans ton réseau LinkedIn depuis longtemps, ils te suivent. Donc, ils ont ce truc où le projet, par rapport à si tu le pitchais à un investisseur, ou un réseau de BA ou un fonds, c'est pas un projet froid pour eux. C'est quelque chose qu'ils connaissent, ils l'ont touché, ils l'ont vécu, ils sont peut-être clients. Toi, ils te suivent depuis longtemps. Donc en fait, ils vont avoir déjà cet intérêt de dire ah ok bah tiens je vais regarder. Donc déjà il y a ils vont déjà regarder le truc parce qu'ils sont intéressés. Donc ça, c'est déjà un premier point qui est intéressant dans juste adresser sa communauté pour faire sa levée de fonds. C'est pas bête parce que tu vas avoir un meilleur répondant, Mm. un meilleur taux d'ouverture. Ça, si on compare à du mailing. Après, le deuxième point qui est intéressant, je pense, et c'est pour ça que nous on l'a fait pour nous, hein, c'est tu fais venir beaucoup de gens dans le capital. Ça pourrait être un cauchemar hein, si c'était pas structuré comme nous on le structure, mais nous on met tout le monde dans. Quand tu fais ta levée de fonds sur Tudigo, en fait la boîte elle a un seul investisseur, elle a une holding donc un véhicule d'investissement que nous on crée pour chaque deal Mm. qui regroupe tous les investisseurs. Donc et après on gère Donc il n'y a qu'une ligne dans l'entreprise. dans ce qu'on appelle dans la table de capitalisation, t'as qu'une seule ligne, effectivement. T'as pas un capital éclaté. Là, j'ai eu une boîte hier, tu vois, que je parlais, les gars me disaient qu'ils avaient 100 lignes dans leur table. Ils avaient 100 business angels. Je suis vous êtes malade. Le jour où il faut nettoyer, enfin déjà, ça doit être une galère pour Ouais. organiser les AG, faire quoi que ce soit. Mais en plus, quand il faudra nettoyer pour un VC, c'est compliqué. Donc ça, on simplifie ça. On simplifie la partie admin. Du coup, en fait, ce qui va être intéressant, c'est que tu vas pouvoir te focaliser sur les avantages de d'avoir cette communauté. Cette communauté, ce qui est intéressant, c'est que bah, demain, en fait, c'est des gros ambassadeurs. Nous là, on a fait rentrer. On avait on n'a pas bootstrappé parce qu'on avait fait une levée en 2018 de 1,2 million, voilà, une petite levée de fonds. Là, la boîte a énormément grossi. Hein, tu vois, on faisait 40 millions l'année dernière et on a une rentabilité à 7 chiffres, donc tout se passe bien. Mais on se dit, ok,
là, on va se projeter à 3-5 ans, donc on va lever 2-3 millions. Donc on a levé 3 millions très très vite. Mais justement, la communauté faisant que les gens qui nous connaissaient, qui nous suivaient, ça s'est passé en 72 heures, quoi. Hein. C'est parti très vite. On a voulu le faire avec la communauté parce que on s'est dit voilà, avec tous les développements qu'on va faire, en fait, on aimerait bien avoir des gens qui sont intéressés à nous faire grandir, donc qui on veut lancer un nouveau site, des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles offres. Et ben on les shoot à une base de plusieurs centaines de testeurs. Et on a des centaines de retours d'utilisateurs qui sont en plus investisseurs. Génial. Voilà. On peut vraiment faire des vrais tests. On veut communiquer sur un truc, ben on leur envoie et les gars ils relaient tous. Un peu à la Time for the Planet, tu vois, qui a très bien fait ça par exemple. Donc il y a des grosses forces à aller chercher dans une communauté. Et ça, c'est on voulait en faire la démonstration parce qu'on nous pose souvent la question et on voulait dire aux entrepreneurs non mais les gars, on va vous montrer que c'est pas une contrainte en fait, au contraire. Et du coup, l'entrepreneur, il a accès à cette base de données d'investisseurs. Donc du coup, il peut l'exploiter comme étant des prescripteurs, comme tu le disais, ou des bêta-testeurs. Ou ça, il y a pas de c'est pas une boîte noire, je veux dire. C'est pas une boîte noire. On veut maximiser vraiment les échanges entre le porteur de projet et les investisseurs, surtout s'ils sont prêts à vraiment jouer ce jeu-là. Nous, de toute façon, on fait ce travail d'intermédiation, d'aller faire le suivi trimestriel. Là même on est en train de rapprocher même le suivi parce qu'on a embauché, recruté une équipe pour le post invest là, qui s'est constitué récemment en plus. Donc on veut vraiment on fait de toute façon un suivi des boîtes. On essaye s'il y a des difficultés ou des besoins de les mettre en relation avec les bonnes personnes. Moi j'ai Stéphane, mon associé, qui fait beaucoup ça. On avait une boîte sur laquelle on était avec d'ailleurs des fonds et quelques business angels un peu reconnus de la place qui allait pas bien. Le fondateur avait fait un petit burn-out et donc un gros burn-out même. Et donc mon associé, il a vachement travaillé avec les autres actionnaires et avec le repreneur de la boîte pour restructurer. Et là, bah c'est reparti quoi. Hein, donc on fait ce travail-là. Mais parce qu'on veut assurer ça, notamment pour des investisseurs qui seraient passifs et pour avoir le même niveau partout, un niveau minimum partout en termes de relations investisseurs. Mais après, effectivement, oui, l'entrepreneur qui a des idées, qui veut vraiment faire des événements, il veut les envoyer des choses à tester, il veut faire diffuser, avoir de l'aide sur telle ou telle problématique. Bah ça, on l'encourage fortement. Et on a plein de boîtes sur lesquelles tu as des investisseurs super actifs. Bah, le Vincent dont je te parle, par exemple, il est au board de trois des boîtes dans lesquelles il a investi. Parce qu'il avait une grosse... Moi, j'ai trouvé une vraie corrélation dans mes propres invests à quand j'ai des infos des boîtes A, B, C dans lesquelles j'ai pu mettre des tickets. Si j'ai une actu, j'ai une info, alors soit sur Twitter, soit dans Google News ou soit directement un email, j'ai tendance à remettre dans une autre boîte après. C'est incroyable, ça me rassure. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir jeté mon argent par la fenêtre. J'ai vraiment l'impression que c'est utile et que ça avance. D'ailleurs, que ce soit une bonne nouvelle ou bon, pour l'instant, je n'ai pas connu une mauvaise, mais en tout cas, je pense que le fait juste d'avoir de l'info, c'est un moteur pour moi pour remettre un ticket ailleurs en fait. J'ai jamais eu à remettre dans la même boîte. D'ailleurs, j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Et donc ouais, j'ai remarqué ça. Je trouvais ça assez rigolo quoi. Tu sais, Bah, nous, tu vois, même nos actionnaires nous le demandent pas, mais en fait, on fait ce travail de leur envoyer tous les trimestres, enfin, on faisait même ça tous les mois, là, en 2020, on avait une année compliquée, donc en fait, entre 2020 et jusqu'à encore mi-2022, où ça allait même bien, bah, on avait pris l'habitude d'envoyer un report tous les mois avec nos chiffres du mois, notre renta, le forecast versus le réalisé, qu'est-ce qui se passe de nouveau. Et en fait, bah, en faisant ça, tes actionnaires, en fait, tu vois, t'as des encouragements, ils sont contents, ils viennent pas t'embêter, ils sont ravis, tu vois, parce qu'ils ont juste ils ont des news. Et même quand on avait des news qui étaient pas les meilleures, tu vois, dire, ah là, là ça c'est pas, on n'a pas eu un bon mois ou là c'est difficile, etc. Mais en fait, t'as des gens qui ont tendance à faire l'autruche quand ça va pas bien. En fait, quand ça va pas bien, justement, fais pas l'autruche. Explique, réfléchis à pourquoi, donne tes premières hypothèses et tes idées de solutions. Avec un peu de bol, quand tu vas le faire, quelqu'un va t'aider. Et souvent, c'est ce qui se passe. Donc voilà, je pense que oui, c'est bien. Il faut absolument informer et tenir au courant, engager ta communauté d'actionnaires. C'est une force. Et est-ce que vous, il y a des niches, des thématiques sur lesquelles vous ne voulez pas aller parce que il y a des plateformes comme la vôtre qui sont hyper thématisées. Est-ce que vous, c'est le cas? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez fait que vous ne faites plus? Est-ce qu'il y a surtout des niches qu'on doit éviter en tant qu'investisseur? C'est un peu ça ma question que j'ai derrière.
En tant qu'investisseur, il y a plein de niches. Enfin, déjà de manière générale, faut pas investir dans ce que tu comprends pas. Tu comprends rien. Tout le monde te dit non mais regarde, ça a l'air super. Il y a tel et tel qui ont investi, mais tu Ouais. comprends toujours rien. Ben, n'y va pas, n'y va pas du tout. Tu comprends pas la boîte, tu comprends pas le marché, tu comprends pas la proposition de valeur, tu comprends pas le modèle économique, tu comprends pas comment est-ce qu'un jour elle va être rentable, générer de l'argent, se revendre. Faut pas y aller. Premier point. Après, il y a moi je pense il y a les secteurs que je dirais spéculatifs. Moi, T'as je quoi comme déteste, exemple? mais après tu Qu'est-ce peux, qui... bon, c'est, bah, les cryptos, tu vois, tout Web3, t'as certaines, je pense que t'as des boîtes qui utilisent des technologies Web3 pour résoudre des vrais besoins, et t'as les boîtes Ok. qui sont dans le Web3 pour être dans le Web3. Et donc le truc, la finalité du truc, mais c'est quoi la finalité? C'est super, on fait des NFT de machin. Et il y avait une qui faisait ça, et je comprenais pas la proposition de valeur, tu vois. Je sais, mais ça apporte quoi? Bah du coup, les gens qui aiment bien les NFT, c'est bien. On a plein de gens qui nous suivent sur Discord et Twitch et ça. Je fais, ok, mais qu'est-ce que tu résous comme problème? Pourquoi t'as fait ça? Tu l'as fait parce qu'en fait, il y avait un angle marketing à le faire qui fait que ça va buzzer. Pour moi, ça résout pas Ouais, des tu fais un vrais coup, en fait. problèmes. C'est un Donc coup, quand tu résous pas un vrai c'est problème, basé sur rien. tu fais un coup. Voilà. Et moi, je déteste investir dans des entrepreneurs qui sont là pour faire un coup. Celui d'entrepreneur qui est là pour faire un coup, s'il fait pas son coup, c'est le premier qui jette l'éponge. Donc en fait, il repivote pas derrière, il a pas un vrai why, tu vois, derrière, qui va l'amener à repivoter et machin. Et nous on l'a vécu, hein. Enfin, je pense que la boîte, enfin de manière l'entrepreneuriat en général, franchement, si t'avais pas un why fort et que t'étais pas passionné par ce que tu fais, j'aurais jeté l'éponge 25 fois. Hein. Ouais, je pense plus d'une fois par an. Clairement. Je pense qu'au départ, tu as besoin de faire des coups pour te sortir un peu de ta situation, mais après, il faut très vite recentrer. Moi, c'est une phase que j'ai eu à 28, 29 ans. J'ai eu besoin de dire, OK, je restructure enfin, je restructure ce que j'ai envie de faire. Et du coup, les choix de business, ils sont plutôt évidents. Ouais. Et c'est à partir de ce moment-là où, en fait, tu sais que tu peux embarquer des gens avec toi, tu vas pas te louper. Ouais, non, je partage 100% ton point de vue. Bah, quand tu es entrepreneur, en fait, tu passes beaucoup de temps à travailler ou à réfléchir à ton job. Donc, en fait, faut que ce soit passionnant. Sinon tu vas faire un burn-out ou faire où tu vas juste en fait pas vouloir le faire et donc ton cerveau il va pas tourner Ouais, naturellement dans le sens du développement de ton business. Donc voilà. Donc moi, et après bon, nous chez Tudigo, on a aussi une thèse impact. Donc les projets doivent être ou compatibles avec les ODD, les objectifs de développement durable définis par l'ONU, ou poursuivre ces ODD. Et pour nous, c'est bon. Il y a deux raisons hein, pour lesquelles on fait ça. Il y en a une qui est une histoire de vraiment d'engagement et euh, de un peu ouais de sens. On se dit que voilà, s'il faut soutenir le développement de boîtes, de produits, de services, bah, faisons-le sur des choses qui viennent pas abîmer la planète ou être nocif sur la société. Faisons-le pour des choses positives. Et le deuxième, il est purement économique. Hein, très franchement, en fait, tu le vois sur les fonds récemment, les performances des fonds ISR, elles sont supérieures à la moyenne. On pense que c'est les business de demain. Donc en fait, les business qui sont pas compatibles avec une société et une planète plus durable, de toute façon, ils n'ont pas d'avenir. Et ceux, pour le coup, qui vont vraiment dans ce sens-là, ils ont des très très belles décennies parce que c'est le sens, c'est vraiment une tendance de fond, c'est pas une mode. je me rappelle une conversation qu'on avait eue une des premières fois où on s'était rencontrés, donc c'était tard la nuit, après quelques verres, où je t'avais dit, je comprends le RSE, etc., mais ce qui me gonfle, c'est les gens qui se nettoient, enfin qui comment dire, qui cleanent leur réputation ou qui se créent un peu, qui font un peu du virtue signaling vis-à-vis de ça. Et tu m'as dit non, mais bon, ton point de vue, ok, Mhm. mais en fait, il y a aussi un point, c'est que ceux qui ne s'intéressent pas au RSE en tant que boîte, plus tard, elles seront contre. Dans tous les cas, que tu sois d'accord ou non avec cette idée-là, en plus, j'étais pas spécialement contre, mais c'est dans le temps, ça va être. Ces boîtes-là ne pourront pas fonctionner en fait, parce que la société elle évolue, parce que les contraintes, il y a de plus en plus de contraintes. Là, j'ai reçu Manuel, du coup, qu'on connaît de Frida. Il expliquait aussi les contraintes de son métier, le pivot qu'il a fait sur sa boîte, et donc ça va dans le sens, ça va de quelque chose de vertueux, mais en fait, parce qu'en fait, la réglementation autour de son premier business avait changé. Et donc, du coup, son pivot, il avait du sens, en fait. Et donc, en plus de le faire pour du sens, il y avait un intérêt Mhm. économique. Et tu avais bien rationalisé ce truc-là. C'était pas juste du virtue signaling, quoi. C'était ça que j'avais bien aimé dans la conversation qu'on avait eue. Que ce que tu m'avais recadré directement. Très bien. Si tu le fais, Ouais, je suis pas recadré. J'ai quelques.
Il y avait, bon, peut-être que j'avais quelques Ah bières non, dans le nez, donc c'était peut-être un peu. Après, je suis très tranché sur les choses. Je fais pas c'est je très bien. mens pas en fait. Tu vois, donc je pense que j'ai des convictions et je pense que c'est important d'ailleurs, si tu vas le faire et que tu vas te dire, ok, je vais inclure ça, il faut en être convaincu. Et donc, si tu es entrepreneur, moi, je pense, il faut te convaincre, faut trouver en fait comment ça va devenir un levier. Comment tu vas concilier ça avec le développement de ta boîte. Si tu le fais juste pour le faire parce qu'en fait tu t'es senti obligé, enfin, c'est ça le problème des réglementations et de le faire parce que tu as la réglementation, c'est qu'en fait au lieu d'en faire un atout, bah Ouais. c'est juste un poids en plus quoi. Encore. Alors que si tu réfléchis au truc différemment, là tu dis putain, en fait c'est quoi, c'est une opportunité incroyable pour le business aussi. Et là quand tu as réussi à réconcilier les deux, tu dis bah ok, en fait il y a personne. Enfin, pourquoi je mettrais pas des efforts réels dessus. Et tu vois, l'avoir une boîte qui est plus vertueuse, au-delà des impacts positifs que ça va générer, bah, d'un point de vue marketing, commercial, ça va avoir un impact, du point de vue recrutement aussi, parce que les candidats, ils attendent ça, les gens qui bossent, ils veulent ça aussi. Euh, bon, tu vois, au-delà des convictions personnelles hein, qui sont, je pense à Alice, une associée pour le coup, qui a des grosses convictions. Elle, enfin, on aurait dû faire le pivot si Ok. ça avait tenu à elle, on l'aurait fait il y a 8 ans. Hein. Elle était en avance. Je pense que pendant 5 ans, elle a essayé de me convaincre de devenir végétarien. Et c'est qu'à partir du moment où j'étais en Californie que j'ai commencé à mixer parce que j'ai découvert que c'était pas qu'on pouvait bien manger aussi, tu vois, sans viande. Mais mais ouais, c'est un. Je pense qu'aujourd'hui, il faut s'y intéresser, mais il faut pas s'y intéresser parce que c'est une Ouais. contrainte. Il faut y voir tous les impacts positifs. Tu vois, j'y pense. On avait un resto, une chaîne de restaurants qu'on a financé. Les gars, en fait, ils savaient même pas que finalement ils avaient des bonnes pratiques du point de vue environnemental parce que eux ils avaient pivoté donc ils faisaient c'est un resto de bœuf genre comme il au Tamus, tu vois, c'est Tribeca. Ils avaient pivoté sur une carte un peu plus éclectique, new-yorkaise, etc. Mais finalement la RSE dans ce cadre-là c'était quoi? C'était avoir des politiques d'embauche, de recrutement et de rémunération équitable, donc ça t'attire des bons candidats et en Ouais. restauration ça te permet de C'est un vrai pain fidéliser point, des ouais, gens, c'est ça. ce qui est une Hmm. grosse problématique actuellement des restaurants, vrai pain point actuel. Qu'est-ce que ça veut dire sinon? Bah réduction du gaspillage. Tu vas travailler sur une meilleure sur un meilleur politique d'achat, une meilleure utilisation, un meilleur monitoring du stock. Bah tout ça au final à la fin sur ta top line ça t'enlève 10-20% de coûts matière, donc tu gagnes en marge. Mais tu parlais d'Alice, du coup, c'est la seule des trois que j'ai pas encore rencontrée. Mais du coup, si elle était vraiment early adoptée, enfin, comment dire, si elle était sensible à ça il y a très longtemps, j'ai l'impression que maintenant il y a des mecs comme moi, du coup, qui ont moins cette sensibilité innée, qui commencent à comprendre les enjeux. J'ai l'impression qu'on est sur un point de bascule à ce niveau-là. Il y a eu une bascule au moment du confinement, très clairement. Et d'ailleurs, tu as vu un raz-de-marée écologique en politique. Hein. Toutes les villes sont passées verts d'un coup. C'était étonnant, tu vois. Les Verts étaient inconnus au bataillon et d'un coup, ils te prennent toutes les villes de France parce que ça a amené les gens à réfléchir à la qualité de la vie, à l'équilibre vie perso, vie pro, à se poser la question de mais attends, mon job, est-ce qu'il a du sens? Les mecs sont enfermés chez eux, ils se retrouvent derrière leur ordi, c'est un peu l'enfer. Et là, ils se disent, putain, en plus, je déteste mon job. Euh, donc, t'as cette question du sens qui arrive, de qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tout ça. Je pense qu'après, il y a des âges aussi. Hein. On est sur un âge où t'as des enfants, toi aussi. Donc, tu te dis, ok, demain, t'aimes bien être dehors. Je pense que t'aimes bien être à l'extérieur. Enfin, moi, tu vois, moi, je suis un fan de l'océan. J'adore faire du kite, du surf. Donc, à un moment, tout ça, c'est des choses auxquelles t'es sensible. T'aimes bien, tu fais attention à toi, à ce que tu manges. Donc, en fait, tu veux pas mettre n'importe quoi dans ton corps. Donc, en fait, bah, il faut pas qu'il y ait n'importe quoi qui soit produit dehors. Tout ça, c'est des réflexions en fait qui arrivent déjà avec l'âge et peut-être après aussi en fonction de ton développement. Quand tu galères pour bouffer et payer les factures à la fin du mois, je pense que tu n'y penses pas encore. Quand tu passes le deuxième cran, ça commence à arriver. Et puis ouais, le confinement, on a vu vraiment une grosse prise de conscience pendant ouais ces 2-3 dernières années. Et d'ailleurs qui coïncidait avec le sujet du switch sur l'épargne aussi. Les gens en ont eu marre de ces produits à la banque, qui comprenaient pas, qui rapportaient. Déjà, ils rapportaient rien, mais en plus, ils comprenaient. Les gens comprenaient pas. Après, on leur explique qu'en fait, ils sont en train de financer Total
et des projets qui voilà qui contribuent à détruire la planète, bah en fait ouais, c'est pour ça, on a vu des gens arriver vers nous en disant bah en fait j'aimerais bien choisir dans quoi j'investis, que ça ait du sens aussi, recomprendre, me réapproprier l'argent. C'est venu sur plein de sujets. Et est-ce que du coup, vous, cette notion d'impact, de RSE, etc., c'est une clause d'exclusion pour des entreprises qui justement, voilà, vous avez comment vous gérez Ouais. justement ça? Ouais, c'est pour ça qu'on est quand même beaucoup plus tranché, je pense, que certains investisseurs sur ce sujet. C'est que si ça ne respecte pas les ODD, ça veut pas dire que tu es full impact. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes qu'on appelle compatibles. Il y a des boîtes compatibles et qu'elles, on va les mettre en transition. D'ailleurs, on va leur imposer dans les packs d'actionnaires ou dans les contrats obligataires de s'améliorer. Et d'ailleurs, on a mis un partenariat en place avec Samy, qui est une boîte qu'on a financée, qui fait des bilans carbone, qui digitalise le bilan carbone, mais en général. Donc en fait, on mesure tout le portefeuille, on met en place il y a tout un programme qu'on est en train de mettre en place pour les aider à s'améliorer. Mais donc bref, tu as les boîtes compatibles et qui vont être en transition. Tu as les boîtes qui sont, je dirais, durables, qui font les choses déjà bien. Et tu as les boîtes qui, pour le coup, sont vraiment tournées à 2000% vers l'impact, donc qui viennent par exemple, tu vois, on a une boîte qui s'appelle une biotech qui s'appelle Synovance, qui fait les textiles, enfin le colorant textile par exemple qui va colorer, tu vois, ma chemise là qui est l'indigo. Aujourd'hui c'est chimique, c'est la deuxième source de pollution des eaux. Bah, eux ils le font en fait à partir de matières biosourcées, donc non polluants. Ils utilisent des déchets, du sucre en fait, donc pareil, ils prennent des drèches de bière hein, par exemple, et en fait ils arrivent à avoir exactement le même produit, mais non polluant, biosourcé, circuit court. Et donc ça, ils ont développé ça. Eux, ils viennent directement adresser un enjeu environnemental. Voilà. Donc tu as ces trois types de boîtes. Donc ça reste large. Ça nous permet quand même d'avoir un bon critère économique aussi dessus et qui reste clé. Hein. C'est-à-dire que si ça tient Oui. pas la route économiquement, on va pas la prendre. C'est ça aussi qui nous différencie. On n'est pas dans la démagogie de l'impact, de dire voilà et l'impact. Je pense pas des boîtes qui part du fait qu'en fait elles sont green. Ça vient tout justifier. Ça vient justifier un prix qui est débile, ça vient justifier une valo débile, ça vient justifier le fait qu'elles sont pas rentables, c'est toutes les excuses. Non, ça, c'est pas valable. Donc on les prend, on les regarde de la même manière que n'importe quelle autre boîte, et après t'as ces sujets-là qui viennent être des bonus, quoi. C'est le greenwashing, voilà, il y a quand même une notion business à côté. Et non, non, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Et on a parlé là de votre baseline sur le site en off. Et là, j'étais en train de noter juste, là, en t'écoutant, le titre que j'avais envie, parce que j'avais peur de l'oublier. Et en fait, du coup, j'aimerais transformer un peu Ok. votre baseline. Et le titre de l'épisode, dont je le dis publiquement, je pense qu'il va s'appeler Investir, c'est s'engager. Je sais pas ce que tu penses de ça. Mais tu m'as pas dit justement que c'était trop engageant et que tu voulais pouvoir investir Bah, c'est un peu et ça, être mais c'est tranquille. déjà une première. Moi, ce qui me plaît quand j'investis dans 900 k, parce que pour le coup, j'ai mis un ticket dans 900 k, c'est que Emric, il est en train de faire bouger la loi pour créer une TVA Ouais. verte. Ça me parle. Ça me parle. Et donc, du coup, en le faisant, j'ai un peu l'impression de soutenir Ok. cette cause-là. Donc, est-ce que investir, c'est s'engager? Bah, du coup, t'en penses quoi? Question un peu Excellent. philo. Bah, bah, je trouve que c'est très cool. C'était la même idée que investir, c'est s'investir. C'est ce qu'on voulait dire, en fait. C'était que c'était pas dire, tu investis, donc tu mets de l'argent sur Tudigo dans un projet. Bah, du coup, derrière, tu vas devoir taffer parce qu'on fait ce travail-là, en fait. On simplifie le travail pour l'investisseur, on simplifie le travail pour l'entrepreneur. On s'occupe de toute la partie travail pour que tu te concentres sur ce que tu avais envie de faire au début. Donc, toi, en tant qu'investisseur, soutenir un projet intéressant, Mm. récupérer les gains, voilà. Euh, mais effectivement, c'était des engagements et l'engagement, c'est une valeur ultra forte chez nous à la fois sur la partie sociétale, environnementale, et à la fois on considère que ouais, nous on est très très engagés au quotidien dans la réussite, dans les projets qu'on prend auprès de nos clients. Donc investir s'engager, j'adore. Je nomme Très le bien. podcast comme ça si Je t'es pense que OK. Si tu veux le reprendre, je te prête le nom alors. Je te prête la mail. je renomme la landing page, On va ça te en parler dérange pas? Je cet t'envoie un petit après-midi. message. Non, c'est top. Ça marche. Du coup, non, plus sérieusement, tu nous parlais aussi de l'obligataire. C'est quelque chose que moi je connais mal. Ouais. J'en ai jamais fait. Alors je connais le principe, hein, j'en ai forcément entendu parler. Mais par contre, est-ce que bah, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment ça se passe chez vous et voilà, et puis peut-être déjà redéfinir ce qu'est l'obligataire pour les gens qui, par contre, eux ne connaissent pas le principe. Ok. Donc investir en action, tu prends des parts
de l'entreprise. Donc, tu investis au capital de la boîte, du coup, tu as X% de la boîte à la fin. Voilà. Et donc, le principe, c'est que le jour où elle se revend ou si tu as un nouveau tour de table, tu vas te faire racheter tes actions ou par la boîte qui rachète ou par un autre investisseur qui rentre à un prix qui est supérieur. Donc, tu fais une plus-value. Et c'est un investissement qu'on considère en général comme un peu plus long terme parce que la revente de la boîte, c'est peut-être 5, 7, 10 ans. Après, les tours de table, potentiellement, comme on rentre aussi en amorçage, ça peut être 2, 3 ans. C'est juste que c'est pas prévisible autant qu'une obligation. Parce que l'obligation, la différence, c'est un investissement sur lequel on va nous déterminer la durée et le niveau de rendement. Donc en action, tu sais pas combien tu vas sortir, tu espères te faire une plus-value de faire x3, x5, x10, peut-être x100 si tu as tombé sur le truc, la pépite. En obligataire. Et même si c'est jamais arrivé chez vous, ça peut aussi être une perte, ou c'est arrivé, ou enfin très peu, je crois. Mais c'est une hypothèse, même, mais c'est une hypothèse très rare, mais on est obligé de le dire aussi. Ah non, mais non, mais complètement. En fait, tu peux perdre. On dit qu'on peut perdre tout ou partie du capital investi. Ça veut dire quoi? Partie du capital investi, ça veut dire que finalement, ça se revend. On te rachète les parts ou tu revends tes parts à moins cher que ce que tu les as achetées. Donc, tu fais une moins-value. Tu as perdu une partie du capital investi. Et tout, ça veut dire la boîte, elle fait faillite. Crash. Sur 200 boîtes, j'en ai financé, j'en ai 3 qui ont fondu les plombs. Hein. C'est normal, en fait. T'es dans le monde des. Non, mais c'est un ratio qui est acceptable si on joue sur du volume. Si on a mis qu'un seul ticket dans celle-là, c'est un peu plus pénible, mais si on, voilà. Non. Et, voilà, et c'est pour ça que tu diversifies. Si t'as 100 000 euros à investir, Ouais. tu mets pas les 100 000 sur un seul truc, quoi. Enfin, c'est même quelque chose qui semble très sûr, parce que le problème, c'est que de toute façon, ne serait-ce qu'il va être immobilisé pendant longtemps. Enfin, je dis pas qu'il faut diversifier à outrance. Hein. D'ailleurs, c'est ce que disait Warren Buffett. Hein. Il parlait de la diversification en disant c'est bien de pas mettre tous ses œufs dans un même panier, mais il disait aussi que tu avais une loi de Pareto qui était que 20% de tes investissements vont te rapporter 80% des gains. Donc en fait, choisis très très bien dans quoi t'investis. Mais bon, voilà, ça c'est l'action en obligataire. Pour revenir sur la question, en oblig, on a de déterminer à l'avance quand toi tu vas investir le taux d'intérêt. Donc combien ça te rapporte par an. Donc est-ce que c'est 8, 9, 10, 11, 12%? C'est déterminé avant. Et la durée. Et nous en fait sur Tubigo, c'est entre 12 et 36 mois. Donc en général, donc tu vas par exemple investir dans un projet et donc tous les trimestres, tu vas toucher ton rendement si c'est par exemple 12% annuel, tous les trimestres, tu touches 3% et du montant que tu as investi. Et puis, au bout si c'était sur 24 mois, au bout des 24 mois, tu récupères le capital et puis tu touches tes intérêts tout au long. On en a aussi qui se comportent plus comme un prêt classique, qui sont amortissables, où tu récupères comme la banque, tu te fais rembourser tous les trimestres, tous les mois, le capital et une portion d'intérêt. Et plus ça va, plus l'intérêt diminue parce que tu as moins de capital investi. Est-ce que ces fonds, ils financent des types de développement particuliers? Comment ça se passe en fait? Ouais, plus des boîtes. En fait, là où on fait très très attention par rapport, je pense je vois même parfois, tu vois, des fonds, des family office, et puis bon, des plateformes qui font du prêt, hein, spécialisées en prêt, c'est que ils vont financer en prêt des boîtes qui sont pas très grosses, pas très rentables ou pas rentables du tout. Ça, pour nous, c'est une grosse erreur et qu'on peut pas se permettre du fait de la responsabilité qu'on porte. Et nous, on est enfin, tu vois, on est engagé, et on sent qu'on a une vraie responsabilité, c'est qu'on veut pas proposer à des investisseurs, l'investisseur qui vient en obligataire, à la différence de l'action, c'est qu'il n'a pas cette notion de risque. Alors qu'il y en a une, hein, la boîte qui fait faillite ou qui arrive pas à honorer ses échéances, c'est possible, mais il pense vraiment que il a vu un taux, il a vu une durée, donc pour lui, c'est ça qu'il va récupérer. Donc pour faire ça, pour s'assurer et maximiser les chances que ça se passe, on prend des boîtes qui ont une capacité de ce qu'on appelle une CAF, une capacité d'autofinancement qui est bien supérieure à ce qu'elles empruntent et ce qu'elles vont devoir rembourser. On prend des boîtes qui font plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, on prend pas des boîtes toutes petites. On prend des boîtes qui ont des actifs à mettre en garantie, des fonds de commerce, de l'immobilier. Si jamais elles n'arrivent pas et que ça se passe pas comme prévu au niveau de leur prévisionnel, ou même que tu vois la performance l'année passée, en fait c'est les moins bonnes l'année qui vient. Si jamais on devait vraiment arriver jusque-là, on pourrait avoir quelque chose pour pouvoir rembourser les investisseurs. J'ai l'impression qu'il faut avoir de la visibilité sur son business pour émettre des obligations. C'est important aussi. On fait pas je finance pas un pivot dans mon business avec de l'oblig en fait. Non, tu finances, par exemple, t'es un groupe, t'es un franchiseur ou un groupe de plein de restaurants, tu finances l'ouverture de nouveaux restaurants, t'es une boîte
On en avait une par exemple, elle était dans la com, ça fait plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, finance une croissance externe, t'es promoteur ou marchand de biens, en fait tu finances des nouvelles opérations. Nous ils utilisent beaucoup ça par exemple dans l'immobilier, ils vont financer l'apport ou refinancer l'apport, les fonds propres, comme ça les 20% que la banque leur donne pas, et ça leur permet celui qui a une très très grosse croissance en fait, et on le voit, on a un groupe qui fait plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, hein, qui a une renta de plus de 50 millions. Ils nous utilisent pour grossir encore plus vite parce que juste ça, leur croissance elle est hyper forte, et donc pour pouvoir saisir les opérations, il faut toujours avoir de la trésorerie. J'ai une question sur l'accès à l'investissement via Tudigo. Dans quelle situation, là, aujourd'hui, les gens qui nous écoutent, ils doivent être pour venir regarder déjà les opportunités? Est-ce que les opportunités, il faut déjà faire partie d'un club? Il y a des clubs qui sont payants. Est-ce que, dans ton cas, est-ce que c'est le cas? Quel type à quel moment de mon développement patrimonial je dois commencer à investir? Enfin voilà. À qui tu peux conseiller de venir chez Tudigo? Parce que évidemment, c'est chez toi, c'est ton business, donc tu as tout intérêt à le développer. Mais je sais que enfin, t'es honnête, donc j'ai pas de difficulté à te poser cette question-là. Moi je dirais faut il y a une pyramide de Maslow, je crois que c'est Mounir de Finari là qui a fait un truc sympa dessus récemment. Il a fait une pyramide de Maslow de l'investissement, et en fait le non coté il est quand même en haut. Ok, donc en fait le step 1, je dirais, hein, enfin moi j'applique ce que j'ai fait moi, mais c'est premier investissement, tu fais de l'immobilier. Pourquoi? Parce que si tu choisis bien les choses, le sujet, tu peux y aller avec pas tant d'apport que ça. Tu fais un investissement sur lequel ça va être du locatif, hein, par exemple, hein, qui va rembourser tes mensualités, et tu commences à constituer une sorte de coussin de sécurité. Moi, je l'ai fait parce que je savais que j'allais repartir en entrepreneuriat. Tu vois, j'avais déjà essayé de monter une première boîte, et puis j'ai fait ça pendant un an, et ensuite je suis allé chercher un job pour faire de l'immobilier, pour repartir. Parce que je savais que en entrepreneur, et c'est pareil quand tu es sur mon côté, tu sais pas quand est-ce que tu vas sortir. Et combien tu vas gagner. Donc, ce qui est pas mal avec l'immobilier, c'est que tu crées un premier matelas de sécurité. Tu vois, en ce moment, on parle de la réforme des retraites, etc. Enfin, moi, depuis que j'ai 20 ans, j'y crois pas à la retraite. Donc, en fait, quand on parle de la réforme des retraites et on manifeste, etc., chez les gars, en fait, c'est pas comme, enfin, la retraite, c'est pas avec l'argent que va vous filer le gouvernement que vous allez la faire, hein, parce que même s'il la garde à même âge ou s'il la repousse, vous croyez vraiment en fait qu'elle sera suffisante pour subvenir à vos besoins plus tard? Moi, mes parents, hein, c'est simple, hein, les parents, ils ont plus de 70 ans. Mon père, il travaille encore. Il est taxi, sa retraite, c'est 300 balles. Hein. Ça fait 30 ans qu'il travaille. C'est pas du tout, c'est pas comme ça que tu t'assures de vivre. Alors quand l'immobilier, si t'es patient, tu gères ton truc, à la fin, au bout de 15 ans, en fait, tu t'es assis sur plusieurs centaines de milliers d'euros, voire millions d'euros, si tu t'es bien débrouillé, sans, Un dollar, quoi. sans même avoir une mise départ. Donc moi, je pense que c'est un dollar. Il faut être patient, il faut être rigoureux, suivre ses trucs. Alors ouais, tu vas pas dépenser toute ta paye, machin. Voilà. Et d'ailleurs, si je dois te donner un conseil, en fait, c'est tu réfléchis d'abord à ce que tu investis avant de réfléchir à ce que tu vas dépenser. Et tu prends une portion de ton salaire, tu la mets à côté pour investir. Pas pour épargner, hein. Livret A, ça sert à rien, hein. Tu peux le mettre en attendant sur le livret A, mais tu te dis, c'est vraiment pour atteindre temps, pour ensuite, c'est parti, j'investis. Mais tu réfléchis d'abord à ça. Après, très franchement, tu peux aller sur toutes les dimensions, mais la bourse, enfin, c'est pareil. Si t'es pas, si c'est pour spéculer, c'est pas la peine. Tu vas perdre de l'argent, comme en crypto, moins vite qu'en crypto parce que tu auras moins de variations comme ça. Mais c'est un investissement qui au final rapporte pas tant que ça. Quand tu regardes, hein, la comparaison private equity et bourse, hein, bourse c'est autour de 7%, private equity c'est 25 sur 10 ans. Tout dépend de comment tu vas le faire évidemment. Mais bon, pour moi, c'est des investissements qui ont pas un gros intérêt. Tu peux passer, je pense, si tu as un bon socle immobilier, tu mets peut-être de l'argent en assurance vie, pourquoi pas. Mais bon, je suis pas sûr que ce soit indispensable. Moi, j'y vois un intérêt de transmission, l'assurance. Enfin, c'est ça, en fait, le truc, essentiellement. Mm. Voilà, pour la transmission éventuellement, et je pense que c'est à voir avec un conscient de gestion de patrimoine, parce que chacun a des objectifs différents. Mais derrière, si tu veux, tu peux passer en non-côté. En fait, le tout, c'est que tu fais du non-côté quand tu as déjà un premier socle de sécu.
parce que le non-coté, alors en obligataire c'est un peu différent, hein. Sur les obliques que tu as chez Tudigo, quand même, elles sont pas risquées, enfin elles sont pas très risquées, tu vois, t'as toujours du risque, mais enfin, c'est vraiment très très faible si on regarde les stats. À la limite, si j'ai un peu de sous sur le livret A, vaut mieux que je les mette en oblique chez Tudigo. Clairement. Ouais, alors si tu peux les immobiliser 12, 24, 36 mois, tu vois, en fonction du truc. Donc, parce que le livret A, tu peux entrer, sortir. Donc, tu te gardes toujours un matelas de liquidité. Tu gardes toujours, dès que tu peux, hein, 20 000 balles, 25 000 balles sur ton compte. Après, Bien sûr. ça dépend de ton train de vie et de toutes tes charges incompressibles. Mais à partir du moment où t'as réussi à un peu écraser toutes tes charges et à avoir quelque chose qui tient la route, tu gardes suffisamment d'argent et un roulement pour avoir 3-6 mois de dépenses courantes. Un peu comme si c'était une boîte. Moi, c'est le même conseil pour les boîtes. Il faut toujours avoir 6 mois de trésor. Au cas où, je sais pas, ta boîte, elle ferme 6 mois. Et d'ailleurs, de toute façon, Ouais, t'apprends c'est ça vrai. quand t'as le Covid, hein. Quand t'as eu le Covid, le confinement, t'apprends que, en fait, ta boîte, elle Ouais, peut c'est ça. vraiment fermer pendant 6 mois et que t'as besoin. Donc, en fait, tu gardes 6 mois il te faut 6 mois, 3-6 mois de trésor. Voilà, pour tes dépenses courantes. Comme ça, si jamais t'es malade, que tu perds ton job, que je sais pas quoi, bah, t'es tranquille. Même si on est en France, on a un système où tu vas pas Ouais. t'es malade, tu vas pas perdre 100 000 balles à l'hôpital, mais bon, voilà. T'as créé ton petit coussin d'immobilier que tu fais grandir doucement mais sûrement, qui, dans 15 ans, dans 20 ans, en fait, va subvenir à tous tes besoins et va être ce truc-là que tu pourras donner à tes enfants, si tu as des enfants, et puis sinon, bah, en fait, qui va te garantir ta retraite, quelle que soit la réforme des retraites qui arrive. Et puis, bah, ensuite, tu fais de la... C'est ça. Et on en a pas parlé, mais l'immobilier via évidemment du levier, bon, on a fait beaucoup d'épisodes là-dessus, mais c'est important d'utiliser sa capacité d'endettement pour faire de l'immobilier. Évidemment, un immeuble de 150 000 balles à Bergerac, comme moi j'ai commencé quand j'avais 23 ans, je mets pas 150 000. Hein. Je mets voilà, c'est juste l'apport, c'est le minimal. Maintenant, il va falloir compter à peu près 15% d'apport, ou voilà, c'est à peu près ça. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'imaginer devoir poser 150 000 balles sur la table pour faire ça. Mais Exactement. c'est tout l'intérêt de l'immobilier, c'est qu'en fait, tu peux créer 150 000 balles de valeur en posant 15, 20. Donc ça, c'est génial. Voilà. Mais ouais, en fait, donc t'investis en non-coté une portion quand t'as tout ça, t'as ta sécu, voilà. Tu peux le reste, tu peux entre guillemets t'amuser sur des projets en action et en oblig. En revanche, c'est un niveau, c'est l'équivalent de si t'allais le mettre en assurance vie ou en bourse, parce qu'en assurance vie, pour pas être sûr de perdre, et pas faire du spéculatif, il faut le garder pendant 24, 36, voire 5 ans. Donc là, tu peux aller en obligataire, tu es sûr d'avoir un rendement qui est plus important. Voilà, c'est beaucoup plus prévisible, le rendement il est bon, et tu as une durée, voilà. Tu sais combien tu vas gagner à tel moment. Je trouve que c'est assez confortable comme principe. Très clair. Bah, on a parlé d'énormément de choses. Donc là, tu nous fais, tu nous coaches sur nos patrimoines. On a parlé d'impact, on a parlé de niche d'investissement, on a parlé de conjoncture, on a parlé de VC. C'était un épisode ultra riche. Et il y a une question à laquelle tu n'as pas répondu, c'est si je veux voir les deals de Tudigo, est-ce que j'ai besoin d'adhérer à un club particulier? Est-ce que j'ai un ticket d'entrée, au moins juste pour voir? Alors non, tu vas sur Tudigo, tu crées un compte, tu remplis ton profil investisseur. Donc en fait, t'as des questions qui te sont posées pour pouvoir situer où t'es en termes d'expérience, en termes de patrimoine, dans quoi tu investis. On pose toutes les questions, tu vois, qui vont nous permettre de dire combien en fait tu peux investir, dans quoi ce serait mieux que tu investisses. Voilà, tu réponds à ça, tu rentres ensuite t'as tes pièces à uploader parce qu'on a toute une politique de lutte anti-blanchiment, voilà, et du financement du terrorisme, etc. Et t'as accès à tous les deals. Et donc sur les deals, tu as quoi? T'as la boîte, t'as ses comptes, t'as la valo, t'as les analyses qu'a fait Tudigo. Ça, tu trouves pareil, tu trouves nulle part ailleurs. La plupart des, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'elles ont certaines plateformes elles cachent les infos financières de la boîte. Enfin, faut aller chercher, etc. En fait, qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer aux gens là? Tu veux qu'ils investissent sans savoir, en fait? Donc nous, on a vraiment à cœur de tout donner. On fait des analyses complémentaires et on les présente pour que le néo-investisseur, il comprenne tout, il comprenne, et que l'investisseur aguerri, parce qu'on en a des très très chauds, pareil, il trouve les infos qu'il cherchait, niveau financier notamment. Donc tu as accès à tout ça, donc ça te permet même, je dis aux candidats qui passent des entretiens, mais vous êtes passé sur le site un petit peu pour... Il fait, ah non, je pensais que vous alliez m'expliquer. Je fais, bah, va sur le site déjà, tu vas comprendre comment ça se passe. Parce que on t'a plein de choses pour même apprendre. C'est assez intéressant. Et on va essayer de mettre en place des petits programmes de formation aussi parce que moi j'ai vraiment, enfin c'est un sujet, enfin je pense que tu l'as compris, hein, c'est un sujet qui me passionne. L'investissement, j'ai toujours trouvé ça hyper intéressant. L'entrepreneuriat et l'investissement, pour moi, c'est un peu les armes qu'on a
pour remettre, pour réussir un peu à passer les échelons, à changer de classe 100% d'accord sociale. avec toi. Moi, je suis très partisan de la méritocratie, de pouvoir effectivement s'extraire de sa classe. J'ai grandi dans un milieu populaire, et je pense que c'est les deux meilleures armes que tu as. Donc en fait, j'ai vraiment à cœur de le démocratiser, et c'est pour ça que j'ai pas un accès payant sur Tudigo. On va mettre en place des clubs, on va lancer des clubs, mais c'est avec des investisseurs et des chefs d'entreprise influents et qui créent leur club privé avec des deals réservés. Maintenant, moi, le but c'est que je puisse sélectionner les meilleures boîtes et les rendre accessibles au grand public. Bon, allez tous vous inscrire sur Tudigo, au moins pour voir. Ça fait 1 heure qu'on enregistre, donc peut-être que voilà, si vous n'êtes pas endormi, et je pense que non, c'est que l'épisode vous a plu. Donc allez-y, allez créer un compte sur Tudigo, ça ne vous engage en rien. Vous serez pas harcelé, mais si vous avez besoin d'un conseil, vous aurez quelqu'un au téléphone. En tout cas, moi, c'est une expérience que j'adore. J'ai investi au moment où vous avez levé sur la communauté. Je suis très content de l'avoir fait. Je vais continuer à faire des deals à titre perso sur Tudigo. Évidemment, ça concerne que moi. Moi, je fais pas de conseils. Mais le seul truc que je peux vous dire, c'est allez nourrir votre curiosité en créant un compte sur la plateforme. On mettra tous les liens, Alex, si tu veux bien. Et puis voilà. Trop On peut bien. te suivre avec plaisir, avec Merci plaisir. beaucoup, Gérald. Est-ce qu'on peut donner un lien éventuellement pour te suivre à toi plus particulièrement du coup? Ouais, vous pouvez me suivre sur LinkedIn, je poste du contenu régulièrement. Et puis après, il y a les réseaux également de Tudigo sur lesquels vous allez trouver pas mal de choses. Il y a des vidéos également sur Instagram, sur mon Instagram, mon TikTok. Trop bien. Bah, c'est noté, on mettra tous les liens. Bonne journée Alex. Merci beaucoup d'avoir participé Merci, à Gérald. Toi l'exercice. aussi. Et merci à ceux qui nous écoutent. Très bien, super. À bientôt. Bonne journée à tous. Ça y est, l'épisode est terminé. Si t'es encore là, c'est que l'échange avec mon invité t'a certainement plu. Et la meilleure façon de le remercier, de me remercier, c'est de nous mettre un like ou un commentaire sur YouTube, ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme je te l'ai déjà dit, ça nous amène de la notoriété et ça nous permet d'avoir encore plus d'invités toutes les semaines à te proposer. N'hésite pas à me suivre et à me contacter sur les réseaux sociaux, je réponds à tous les messages et je suis à ta disposition si tu veux discuter des différents sujets du podcast. J'ai plus qu'à te remercier pour ta fidélité. C'était Gérald. Bonne semaine.